Bonjour Christophe Prudhomme. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Christophe, tu es médecin urgentiste au SAMU, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Tu es aussi tête de liste en Seine-Saint-Denis aux élections régionales de juin prochain. Tu fais campagne autour de la candidature de Clémentine Autain, soutenue par la France Insoumise et le PCF notamment. On va revenir sur les élections régionales d'abord. Mais d'abord, un mot sur la crise sanitaire. Les niveaux de contamination restent encore très élevés, mais le gouvernement a observé une baisse ces derniers jours. Et dans le même temps, il maintient l'ouverture des écoles ce lundi. Ça te paraît raisonnable ? Oui, enfin, sur le principe, l'ouverture des écoles est raisonnable. Ce qui est moins raisonnable, c'est qu'on n'ait pas profité des vacances pour vacciner le personnel des écoles. C'est ça le problème, puisqu'on a annoncé qu'à la fin de la première semaine, que finalement, on ouvrait des créneaux pour les personnels. C'est un petit peu dommage parce que rien n'est prévu. Enfin, il faut maintenir les écoles ouvertes. Et pour maintenir les écoles ouvertes, il faut organiser cette ouverture pour qu'elle se passe dans de bonnes conditions. Et ce n'est pas la multiplication des tests qui permettra de régler le problème. Il faut adapter les classes. On a les capteurs de CO2, il y a la ventilation, il y a les demi-classes, donc en embauchant du personnel, ce qui n'a pas été fait depuis un an. Il y a la vaccination du personnel. Voilà. Donc, c'est toute une organisation qui n'a pas été mise en œuvre. Donc, une nouvelle fois, le gouvernement est pris en flagrant délit de mensonge parce que voilà, il fait des promesses, il prend des décisions sans se donner les moyens de mettre en œuvre ces décisions dans de bonnes conditions. Absence d'anticipation, tu dis. Est-ce qu'il faut, malgré tout, compte tenu des dernières informations, desserrer la ceinture? Est-ce qu'il faut d'ores et déjà rouvrir ou plutôt les commerces, les lieux de culture, les bars, les restaurants? Oui, enfin, ces ouvertures, fermetures, ce système oui, non, on-off, c'est contre-productif. Le virus va être là pendant un certain temps. Moi, je ne vois pas de raison de ne pas maintenir l'organisation d'activités en plein air. Il n'y a pas de contamination à l'extérieur. Les contaminations se font en lieu clos. Quand on a des lieux clos qui sont adaptés, ventilés, qu'on a des jauges, on peut ouvrir les théâtres. La question, c'est de s'organiser. On peut ouvrir les restaurants si effectivement les conditions sont remplies. Là, les beaux jours arrivent. Il faut qu'on reprenne une activité en privilégiant l'extérieur et à l'intérieur, eh bien, de s'adapter. Les températures aujourd'hui permettent de ventiler les locaux. On sait que quand on ventile les locaux, on fait baisser la charge virale en suspension, les fameux aérosols, de 5, par un facteur 5. Voilà. Donc, il va falloir s'adapter, mais pour s'adapter, il faut s'en donner les moyens. Ce que ne fait pas le gouvernement, puisque depuis le départ, avec les masques, il a menti, aidé en cela par le conseil scientifique. Depuis, il prend des décisions toujours avec 3 semaines, 1 mois de retard. Ce n'est pas sérieux. Quand on veut gérer une crise et qu'on parle d'une guerre, enfin, moi je suis urgentiste, le pire qu'il ne faut pas faire quand on est urgentiste, c'est ce qu'on enseigne aux jeunes, c'est de ne pas prendre de décision. Il faut prendre une décision. C'est peut-être pas la bonne, mais il faut pouvoir réanalyser la situation et si on s'est trompé, reconnaître qu'on s'est trompé et changer sa décision. Parce que si on ne fait rien, de toute façon, le malade va mourir. Voilà, il faut être clair. Et on est face à cette incurie de la part de notre gouvernement. Incapacité de réaction, incapacité d'anticipation, et c'est catastrophique. Un mot sur la situation de la Seine-Saint-Denis qui est particulièrement touchée. Tu dénonces les inégalités de traitement dans ce département. Ça vaut aussi pour les vaccins. On vaccine moins dans la Seine-Saint-Denis qu'ailleurs, malgré d'ailleurs le vaccinodrome qui a été installé à Saint-Denis. Ouais, le vaccinodrome, c'est une opération médiatique, parce que le vaccinodrome ne règle pas le problème du nombre de doses disponibles. Pour l'opération médiatique de l'ouverture du vaccinodrome, il faut savoir que 50% des doses ont été retirées la semaine en question au centre de vaccination de proximité. Donc, c'était une opération médiatique. Quand on met en place ce type de vaccinodrome, au regard de ce qui se passe dans les pays qui utilisent ce type d'organisation, ce n'est pas 1000 vaccins par jour qu'on fait ou 1500, c'est 10 000. Voilà, encore faut-il avoir les 10 000 doses. Voilà. Et puis, oui, les vaccinodromes ont intérêt, mais pas au détriment des centres de proximité. Ça doit être en plus. Voilà, c'est comme on nous a vendu, et ça a fait les reportages sur toutes les chaînes de télé, les vaccinodrives. Mais enfin, le vaccinodrive qu'on nous a montré sur toutes les chaînes à 20 h il y a quelques jours, c'était 30 vaccins dans la journée. Ridicule. Donc, le problème de la Seine-Saint-Denis, c'est que non seulement les gens devraient être vaccinés parce qu'ils sont particulièrement exposés,
Du fait des métiers qu'ils exercent, il y a peu de gens qui peuvent faire du télétravail. Hein, ce sont les travailleurs essentiels, donc ils sont sur le terrain en contact avec des collègues. Qui plus est, ils vivent dans des logements exigus et donc on a des contaminations plus importantes. Et on voit bien, les résultats sont là. Maintenant, on a des éléments épidémiologiques qui montrent qu'on a une mortalité plus importante chez les personnes aux faibles revenus, chez les personnes défavorisées au niveau socio-économique et socio-culturel. Or, nous, on cumule les deux handicaps en Seine-Saint-Denis, handicap socio-économique et socio-culturel, parce que être obligé de prendre son rendez-vous sur Doctolib et de bénéficier d'Internet, eh bien, ce n'est pas le cas de tout le monde en Seine-Saint-Denis. Hein, voilà, il faut déjà maîtriser la langue française, il faut avoir l'outil technique, et donc on a un retard sur la vaccination, puisque dans certains centres de vaccination, en particulier ceux qui sont proches de Paris, eh bien, 50% des doses étaient administrées à des gens qui venaient d'autres départements que la Seine-Saint-Denis. Alors justement, ça va être un des sujets de la campagne des régionales. Je le disais, tu es tête de liste en Seine-Saint-Denis. Tu es médecin urgentiste, tu l'as dit, je l'ai dit aussi. C'est quoi le message envoyé aux franciliens, d'envoyer en chef de file, tête de liste, un médecin urgentiste? Est-ce qu'il y a un message où justement vous voulez faire porter la le question message, c'est que les collectivités locales ont un grand rôle à jouer, et on l'a vu, ont joué un grand rôle là dans les questions de santé publique. Et donc, nous avons avancé un certain nombre de propositions qui sont dans les domaines de compétences de la région, alors que ce soit compétences organisationnelles ou compétences politiques. Voilà, Madame Pécresse en particulier est responsable. Elle était au précédent gouvernement avec Madame Bachelot, un gouvernement qui a fermé 40 000 lits. Là, en tant que présidente du conseil régional, elle a validé, puisqu'elle a un avis à donner à l'Agence régionale de santé, elle a validé toutes les restructurations et les fermetures d'hôpitaux qui se sont produites ces dernières années. Donc, il faut qu'on change. Voilà. Les présidentes de conseils régionaux qui s'opposent aux réorganisations qui sont donc mises en œuvre par les ARS, eh bien, constituent un frein et posent le vrai problème politique de l'offre de soins. Et ça fait évoluer en général les choses dans le bon sens. Or là, ça n'a pas été le cas. Deuxième élément, c'est que la région a des responsabilités au niveau des formations professionnelles et donc à la tutelle sur les écoles de formation des personnels de santé. Eh bien, une des propositions que nous mettons en avant dans la région, c'est de former 20 000 professionnels de santé en mettant en place un mécanisme incitatif qui existait jusqu'au début des années 80, c'est ce qu'on appelle les contrats d'études. C'est-à-dire que dès que les jeunes ont passé la sélection pour rentrer dans l'école, ils signent un contrat. Et donc, un contrat, il y a deux parties. Il y a la première partie qui est dans l'intérêt de l'étudiant, c'est qu'il va être rémunéré pendant ses études au niveau du SMIC, ce qui est quand même intéressant pour pouvoir faire ses études dans de bonnes conditions. Et ensuite, eh bien, il devra travailler dans l'établissement, le groupe d'établissement qui aura participé à sa rémunération pendant ses études. Voilà, donc ça permet de couper l'herbe sous le pied de nos gouvernants qui nous disent aujourd'hui, on aimerait bien ouvrir des lits, mais on ne trouve pas les professionnels. On sait qu'un des problèmes majeurs, c'est aussi l'accès aux soins et on a souvent parlé des déserts médicaux. On a le sentiment que l'Île-de-France, c'est un grand centre urbain, alors qu'il y a aussi des déserts médicaux partout sur la région francilienne. Là aussi, vous avez des propositions, des éléments de réponse, justement. Que peut la région, justement, pour permettre aux franciliens d'aller au plus près se soigner? Eh bien, plutôt que de financer l'outil de travail de libéraux, c'est ce que font aujourd'hui les collectivités locales, on leur demande de financer un local pour mettre en place une maison de santé pluriprofessionnelle, mais ça n'améliore pas la démographie médicale et ça ne règle pas le problème des déserts médicaux. Au mieux, ça améliore les conditions de travail des professionnels libéraux qui s'installent dans ces maisons de santé, mais ce n'est pas la solution. La bonne solution qui a déjà été mise en œuvre dans un certain nombre de départements et de régions, c'est la création de centres de santé pluriprofessionnels avec des médecins, des infirmières, des kinés, des podologues salariés. Et donc l'investissement, il y a une aide à l'investissement des collectivités locales en lien avec les hôpitaux, parce que ces centres de santé peuvent être attachés à des hôpitaux ou ils peuvent être gérés sous la forme de coopératives, mais ça permet effectivement de pouvoir faire une proposition attractive pour les professionnels. Il faut savoir que les jeunes médecins aujourd'hui ont peu d'appétence pour l'installation en libéral et quand on leur propose des postes de salariés, ils y adhèrent. Et puis surtout, c'est sur la répartition de l'offre de soins. La question, ce n'est pas comme certains le proposent d'imposer un service
sanitaire. Hein. On obligerait les moins bien classés à l'examen de fin de sixième année à aller travailler dans les régions déficitaires. Non, c'est de dire, voilà, on ouvre des structures et puis à vous de venir voir si ça vous intéresse et de déposer votre CV pour travailler dans cette structure. Voilà. Donc, on ouvre les centres de santé là où il y a des besoins et il y aura du boulot là où il y a des besoins. Donc, ce qui est quand même, alors c'est pas un doux rêve hein, de la liste sur laquelle je suis présent. Ce qu'il faut savoir, c'est une des contradictions politiques de la période. Le département qui a mis en œuvre cette proposition, c'est le département de la Saône-et-Loire, qui est présidé par un monsieur qui est affilié au parti Les Républicains. Voilà. Mais il a pris en compte la réalité de son département. Les propositions de l'Agence régionale de santé et du gouvernement, eh bien, il les avait expérimentées et n'avait rien réglé à ces problèmes. Donc, il a décidé de créer un centre de santé départemental avec 35 lieux d'exercice. Au départ, il pensait embaucher 30 médecins. Là, en ce moment, il est en train d'embaucher le 70e médecin. Voilà. Donc, c'est une solution réaliste et qui fonctionne. Et donc, on propose de la généraliser à l'Île-de-France. C'est le rôle politique de la région de pouvoir eh bien, discuter avec l'Agence régionale de santé et l'ensemble des partenaires pour la création de 300 centres de santé qui irrigueraient l'ensemble de l'Île-de-France. Les centres de santé, ce n'est pas fait que pour les pauvres. Hein. C'est une nouvelle offre de soins moderne pour l'ensemble de la population. En Île-de-France, il y a 3 listes de gauche et des écologistes. Tu regrettes cette désunion? Oui, bon, enfin, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai accepté d'être sur la liste menée par Clémentine Autain parce que Clémentine Autain, dès le départ, a dit de toute façon, moi, j'annonce d'emblée qu'il faudra qu'on se rassemble au deuxième tour si on veut battre Valérie Pécresse. Bon, donc c'est clair. Après, qu'il y ait une offre diversifiée, la région Île-de-France, c'est la région capitale, donc il y a des égaux, il y a des dirigeants nationaux, il y a M. Bayou qui est le dirigeant national des Verts, donc il veut se présenter pour se mettre en avant, parce que pour lui, les régionales sont le tremplin des présidentielles. Bon, on peut le regretter. Moi, je viens du terrain. Je pense qu'il faudrait qu'on rénove la politique. Et si on avait beaucoup moins de professionnels de la politique et plus de gens comme moi ou d'autres qui sont présents sur la liste menée par Clémentine Autain, eh bien, ça permettrait de faire qu'il y ait une autre appétence et que les gens, que le parti majoritaire en France ne soit pas les abstentionnistes. Comment convaincre justement les franciliens de tourner la page Valérie Pécresse? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Valérie Pécresse? Valérie Pécresse, elle représente la politique pour les riches, pour les favoriser. Il faut voir la manière dont elle a réparti ses subventions. La subvention a été aux villes riches, hein, des Yvelines, des Hauts-de-Seine. Elle n'a absolument rien fait, rien développé dans son domaine de compétences. Voir dans quel état sont les lycées du nord-est de la région, hein, c'est-à-dire là où habitent les pauvres, hein, en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise, y compris dans le nord de Paris. Voilà, et c'est du clientélisme parce que ces subventions sont allées à ses amis politiques. Hein, elle a instrumentalisé politiquement un certain nombre d'affaires comme à Trappes, hein, parce que toute la polémique qu'il y a eu après, avec le maire de Trappes, en fait, l'opposant au maire de Trappes est le premier vice-président de la région. Le premier vice-président de la région. Voilà, donc moi, j'en ai assez de cette politique politicienne avec des gens qui pensent au coup d'après, qui est leurs ambitions, que sont leurs ambitions nationales. Nous avons besoin d'élus de terrain qui répondent aux besoins des populations et je pense qu'en tout cas dans le domaine de la santé, des centres de santé, une formation pour des jeunes où ils seront payés pendant leur formation, une offre de soins où on arrête de fermer des lits, des hôpitaux, comme c'est le cas dans le nord-est avec l'hôpital Jean Verdier dans la Seine-Saint-Denis ou le fameux hôpital Nord qui va se traduire par la fermeture des 2 hôpitaux, Bichat et Beaujon, et la suppression d'un minimum de 300 à 350 lits, il faut que ça cesse. Voilà, hein. On a besoin de plus de services publics et qui gère les services publics? Eh bien, les collectivités locales. J'ai une dernière question pour toi, Christophe. Ça fait 19 ans, jour pour jour, que Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de l'élection présidentielle. L'extrême droite ne cesse de progresser aujourd'hui, y compris en Île-de-France, même si les sondages la donnent à peu près stable par rapport à la précédente échéance. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans, presque 20 ans d'après toi, Christophe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'offre politique n'a pas été à la hauteur, que les gouvernements étaient de droite ou de gauche, ils ont appliqué la même politique libérale, avec la couleur du paquet cadeau qui changeait. Donc voilà, donc il faut savoir, hein, dans le domaine de la santé, moi je vois les tracts du Rassemblement national, ex-Front National, sur le recto du tract, c'est défense des services publics, défense des hôpitaux, embauche de personnel. Bon, bien sûr, sur le verso, c'est si notre système de santé est en difficulté, c'est parce qu'on offre des soins gratuits aux étrangers. Il faut arrêter l'immigration.
d'accord, mais sur le recto, ça parle aux professionnels. Et les professionnels de santé aujourd'hui, moi je vois, c'est mes collègues qui sont le plus dans la merde aujourd'hui, tant au niveau des conditions de travail que des rémunérations, sont les aides-soignantes. Bien, soit elles ne vont pas voter, très majoritairement, mais Ouais. pour celles qui votent, en 2017, aux dernières élections Ouais, présidentielles, à ouais. 40%, elles ont voté Rassemblement national. Ce n'est pas parce qu'elles adhèrent aux idées régressives du Front National, mais c'est un vote de protestation parce que l'offre politique, enfin, on a tout vécu. Je veux dire, les 35 heures de Martine Aubry, gouvernement de gauche, ça a été la catastrophe à l'hôpital quand on disait aux parlementaires qui sont venus nous voir à cette époque, vous diminuez le temps de travail de 10% et vous créez 5% de postes en plus. Ça va être la cata. On dit, ah, on ne peut pas faire plus. Ben, si on ne peut pas faire plus, c'est la merde. Eh ben, ils ont le retour de bâton. Donc, voilà. Donc, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est capable de créer une autre dynamique que la solution que certains voient uniquement dans le Front National, le Rassemblement National, parce qu'en face, voilà, de Macron, en passant par ce qui reste du PS, bah, c'est pas possible. Et y compris dans les partis traditionnels, il y a aussi des choses à dire. Il faut que les gens bougent, fassent de la politique autrement. Et tout le monde doit faire son autocritique, y compris les partis qui soutiennent la liste sur laquelle je suis, le PCF, la France Insoumise, si on veut que on puisse avoir d'autres perspectives qu'un duel Macron-Marine Le Pen. C'est entendu. Merci à toi, Christophe. Ah, de rien.